Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tin tin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce? Pour un point lecture. Et pourquoi cela? Parce que regardez, j'ai 2 piles de livres énormes dont je n'ai pas encore parlé parce que j'ai pris du retard et j'ai fait d'autres vidéos et blablabla. Je crois qu'au total il y en a une quinzaine. Donc il est vraiment temps que je vous en parle. Parce que, voilà, normalement je fais un book quoi? Un book review, un point lecture, toutes les 4 lectures, et puis bah là je me suis laissé emporter par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Étant donné que certains, ça va faire à mon avis plus de 1 mois, si ce n'est 2 mois que je les ai lus, je vais sûrement aller un peu plus vite que d'habitude. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais en même temps c'est pas mal aussi un petit point lecture qui va être en mode ping-pong, en mode bam bam bam, et si vous voulez plus d'infos, bah allez voir quelqu'un d'autre. Non, c'est juste que je vais pas pouvoir m'attarder 20 minutes sur chaque livre, tout simplement parce que ma mémoire me fait défaut. Mais c'est ok de ne pas se rappeler des livres, c'est ok s'ils nous ont pas vraiment marqué, si c'était des bonnes lectures, mais sans plus, de voilà, passer à côté. Et du coup on va commencer avec Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais, chez Babel, en format poche, que j'ai lu, je crois, dans le cadre du cabinet de lecture. On va suivre Nadia Comaneci. En fait, c'est une biographie romancée et un peu fictionnelle par moments de la vie de Nadia Comaneci, qui est une jeune gymnaste roumaine qui, en 1976, aux Jeux Olympiques de Rio, non, de Montréal, putain, j'ai du mal à parler, hein, aux Jeux Olympiques de Montréal, a obtenu le score parfait en gymnastique, et je crois que c'était la première fois que ça arrivait en gymnastique. Elle a obtenu 3,10, à tel point que ça n'était jamais arrivé, et que donc du coup les juges ne pouvaient pas mettre 10 sur leur petite tablette numérique. Ils ont dû mettre 1.0 pour que ça fasse un 10, parce qu'en fait il n'y avait pas, au-dessus du 9.9, il n'y avait pas de note. Bref, voilà, donc elle a fait sensation. Elle avait, je sais pas, une quinzaine d'années quand elle est devenue championne olympique. 14 ans, voilà. Et c'était génial, vraiment j'ai adoré. Alors moi je connaissais très peu la vie, enfin je connaissais même pas du tout la vie de Nadia Comaneci. C'est du sport, et moi le sport, vous voyez, bah, je suis malade, c'est parce que j'ai fait du sport, hein. Je suis totalement allergique à toute pratique sportive. Donc je connaissais pas Nadia Comaneci, et c'est vrai que à peine j'ai lu les premiers chapitres, c'est des chapitres qui sont quand même assez courts. Directement j'ai voulu aller voir qui c'était, aller voir des vidéos de son art, de sa gymnastique, de son sport, parce que Lola Lafont en parle tellement bien, avec des mots qui sont tellement beaux et tellement doux, que je me disais qu'elle doit parler d'une femme, d'un sport qui est poétique, enfin en tout cas de la façon dont Nadia Comaneci pratique son sport, est poétique, est beau et hypnotisant, même limite galvanisant, parce que c'est hypnotique. La lecture est hypnotique autant que la pratique de Nadia Comaneci. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a essayé d'imaginer des dialogues et la façon dont Nadia Comaneci a vécu cette enfance star, parce qu'en fait elle a été repérée dans sa cour d'école en train de faire la roue, je crois, ou le pont, enfin bref, en train de faire une figure acrobatique sur le mur de l'école, et je sais plus comment il s'appelle, son coach légendaire qui a écrit un bouquin aussi. Bref, l'a repéré, il a été la chercher et il a créé une école de gymnastique pour Nadia Comaneci en gros. Enfin en gros il a voulu créer quelque chose de fou. On est au temps de la Roumanie soviétique, de la Roumanie et de l'URSS, etc. Où c'est le soft power qui fonctionne, où c'est la puissance des images, la puissance de ce qu'on renvoie, de ce qu'on reflète. Et donc le sport, à travers les Jeux Olympiques, est un moyen de montrer sa puissance. Et il y a une petite bataille politique entre la Roumanie et l'URSS, parce que voilà, ils sont tous les deux des artistes, des gymnastes très très jeunes qui sont très très fortes. Donc voilà, c'est une biographie qui est très intéressante, très bien documentée sur tout ce contexte politique, comme je vous le dis, hein, de soft power entre le bloc soviétique et en même temps le bloc de l'Ouest aussi, mais en même temps les petites dissidences dans le bloc soviétique. J'ai adoré. La plume de Lola Lafont, c'est la 2e fois que je lis un ouvrage d'elle. Il m'en reste un en ma possession. Il est là. C'est Chaviré, qui est son roman de l'année dernière. Elle en publie un nouveau à la rentrée, là encore en 2022, donc ça c'est celui de 2021. Bref, je vais continuer à découvrir Lola Lafont pour l'avoir vue sur scène en plus. C'est une femme et artiste que j'apprécie énormément, donc je continuerai à découvrir ses œuvres. Ensuite, j'ai continué Blackwater, je sais pas pourquoi je prends l'accent alors que je ne l'ai pas du tout, Blackwater, Black Wawa, la vache au lait, non la vache quoi? La vache à lait, de chez Monsieur Toussaint Louverture, les 6 petits romans publiés en feuilleton, enfin qui sont des feuilletons. J'ai lu le tome 3 et le tome 4, donc je vais pas vous raconter ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il y a à noter de particulier sur ces deux tomes, pardon, c'est que dans le tome 3, on approche un peu plus le côté surnaturel, le côté horrifique, que dans les deux premiers tomes où on l'effleure vraiment. Dans le tome 4, on rentre vraiment dedans, on a des éléments de réponse, on a quelques affirmations sur qu'est-ce qui est fantastique, surnaturel dans cette ville de Perdido, je crois. Perdido, tout à fait. Ça fait un bout de temps que je les ai lus. Comme ça me l'avait fait avec les deux premiers, j'ai préféré le tome... Ah, je sais plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une alternance entre un tome mou, un tome bien, parce que le tome 3, il m'a pas vraiment... Voilà, ça se passe sur la maison, il s'appelle La Maison, il m'a pas vraiment transcendé, on est vraiment dans cette ambiance pseudo-horrifique qui est censée faire peur, maison hantée et tout. J'ai trouvé ça un peu mou, alors que le tome 4, Guerre, était vraiment beaucoup plus rythmé, beaucoup plus mouvementé, avec des avancées majeures aussi sur la vie de la famille... comment elle s'appelle cette famille? Casquet? Elinor... je crois que c'est Casquet. Bref, je vais continuer, je vais essayer de finir l'été avec le tome 5 et le tome 6 que j'ai en ma possession juste ici, mais je vous les ai déjà montrés plusieurs fois. Et voilà, c'est comme je l'ai dit pour les deux premiers tomes, ça se lit très bien, c'est très très fluide, c'est parfait quand on ne sait pas quoi lire et qu'on a envie de... Moi je les lis d'une traite en général ou en deux fois, hein, parce que ça se lit très très vite. Ils font en majorité 250 pages, mais c'est 250 pages d'action, de rythme et de... voilà, de vie et de narration, donc ça se lit bien, ça sera pas ma lecture de l'été, ça sera pas ma lecture de l'année, je prends un peu de plaisir en le lisant et c'est tout ce que je veux et c'est tout ce que je demande. Par la suite, j'ai lu Le Voyant des Tempes de Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire avec Christophe, Cyrielle et Anne-Gaëlle. C'est notre deuxième lecture commune de l'année. Vous savez, je vous avais raconté qu'on s'était préparé 4 petites lectures communes avec le choix de chacun. On a lu La Femme en blanc de... je sais plus comment il s'appelle, le britannique là, le roman un peu chiant que j'ai pas trop aimé, à cause ou grâce à Cyrielle. Et là, c'est ma lecture imposée, mon choix, Le Voyant des Tempes, qui est sorti à la rentrée littéraire de 2021 chez l'Observatoire, et qui est un roman sur un vieil homme qui était prof à la fac. C'était un prof d'histoire qui a, qui a un cours sur le communisme aux États-Unis, le macartisme, etc., qui est rodé, qui fait ça, et arrivé à sa retraite à 60 ans, il se retrouve un peu, bah voilà, le prof qui a jamais réussi, qui a fait le même cours pendant toute sa vie, qui est un peu le loser, un peu vous voyez, le Houellebecq, enfin moi je l'imaginais sous les traits de Michel Houellebecq, un peu décoiffé, un peu puant, mal habillé, voilà, le loser de la fac, et il regarde sa vie à l'aube de sa retraite et il se dit, ben merde, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout, j'ai fait chier des élèves avec le communisme, avec le macartisme. Il avait tenté de publier un bouquin, et en fait, au moment où il a publié le bouquin, toute une recherche historique a montré que sa thèse qu'il appuyait dans le bouquin qu'il avait publié était fausse, parce qu'il y avait des preuves comme quoi c'était pas vrai, blablabla. Donc voilà, c'est vraiment un peu un loser. Il avait voulu publier un livre qui s'est avéré être un échec, et il se rappelle d'un poète qu'il avait beaucoup aimé, qu'il aime beaucoup, qui a émigré des États-Unis vers Paris, et qui après s'est installé à Étampes, un poète qu'il aime bien donc, et sur lequel il veut écrire un roman, une espèce de biographie, et publier en même temps ses poèmes, un espèce de recueil biographique. Il écrit son livre, il le publie, sauf que voilà, coup de tonnerre, quand il publie le livre, il se prend un bad buzz phénoménal, tout le monde lui tombe dessus, alors que bon, il est publié dans une petite maison d'édition assez intimiste, il pensait pas que son livre allait faire beaucoup de vagues, sauf que le poète dont il parle est un poète afro-américain, un poète noir, et qu'il ne le mentionne pas du tout dans toute sa lecture. Donc on l'accuse d'appropriation culturelle, on l'accuse de négliger le fait qu'il soit noir afro-américain, de ne pas le mettre en avant, donc de racisme, etc. C'est un roman sur ces débats qui s'enveniment très vite sur les réseaux sociaux. C'est un roman sur quelle place accorder au wokisme, parce que c'est un mot qui revient souvent. Est-ce que les woke en font trop, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un roman qui est très actuel, très contemporain, qui est pas vraiment ennuyant. Il fait 360 pages et moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la lecture car il y a quand même pas mal de rebondissements, pas mal de petites altercations entre l'auteur qui à 60 ans lui est un peu voilà, tout ce phénomène de bad buzz, d'infos qui va vite, qui circule sur les réseaux, il y est totalement étranger. C'est pas comme ça qu'on faisait à son époque quand on écrivait des articles de recherche, etc. Donc c'est vraiment le décalage culturel, le décalage générationnel entre une nouvelle génération qui va très vite et qui est sur le front de tous les combats, qui a envie d'être très activiste et de faire valoir sa parole. Sa fille, par exemple, en fait partie. Il a une fille qui a une trentaine d'années, qui est lesbienne et qui a une compagne qui est encore plus activiste qu'elle. Donc voilà, c'est aussi le combat entre les boomers. On pourrait dire que c'est un roman d'un boomer, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est Jean Roscoff,
contre des wokistes, je sais pas comment dire, enfin bref, c'était très intéressant. Ça soulève plein de questions, ça donne pas toujours les réponses. C'est au lecteur de se faire son propre chemin. Enfin, quand je dis ça, c'est au niveau des réflexions apportées. Hein. L'histoire narrative, la trame narrative a un début, un milieu, une fin. L'histoire est carrée, finito pipo. Mais voilà, ça soulève des questions, des réflexions auxquelles l'auteur ne répond pas toujours, mais moi j'ai adoré cette lecture. Et on regarde tout de suite l'avis de l'amie Cyrielle, qui n'était pas du tout emballée à la lecture de ce roman quand je lui ai présenté, parce qu'elle m'a dit voilà, encore un truc de littérature française chiante, de bobo, d'intello. Donc on va voir ce qu'elle en a pensé. À toi, ma petite Cyrielle. Salut, j'ai donc lu Contrainte et forcée par Floris, Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin, et ma foi, ce fut une agréable surprise. Moi qui ne suis pas très littérature française contemporaine, j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'ai surtout apprécié le ton et la plume de l'auteur, son côté très sarcastique, très cynique. C'est une critique de notre société actuelle, c'est une critique des réseaux sociaux. C'est vraiment voilà, très, très réaliste et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors j'avoue, il y a eu quelques petits moments où j'ai soufflé, où le narrateur part dans des digressions, des détails qui m'ont un petit peu barbé. Mais ma foi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. D'ailleurs, je l'ai conseillé fortement à ma mère, qui a le même âge que le narrateur, qui a vécu des choses qu'a vécu le narrateur, le personnage, donc je ne me rappelle plus du nom, donc c'est pour ça que je l'appelle le narrateur. Et donc je vous le conseille vivement, il sort d'ailleurs fin août en poche. N'hésitez pas. Salut! Merci Cyrielle pour cet avis éclairé. Je ne peux pas faire de commentaires car je n'ai pas encore vu la vidéo que tu m'as envoyée. Ensuite, c'est un abandon malheureusement, journal intime d'un dieu omniscient, publié chez les éditions de l'Homme sans nom, et c'est écrit par Adrien Mangold. Un abandon parce que, voilà, je suis arrivé presque aux 2/3, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai lu 230 pages sur 350, mais c'est parce qu'au bout de la 230e page, j'étais déjà totalement largué dans le roman. En fait, c'est un roman très particulier, on va être avec un dieu omniscient qui nous raconte la vie de la planète qu'il a créée. Cette vie, elle est racontée donc par le dieu et écrite par Ismaël, qui est un peu le prête-plume, qui est un peu son scribe, voilà, son sbire, qui écrit ce que le dieu lui dit. Donc on est déjà dans une narration très particulière avec un dieu qui prend la parole, et il y a beaucoup d'échanges entre le dieu et la personne qui écrit, car mais non, t'aurais pas dû dire ça comme ça, non, tu devrais dire ça comme ça, enfin voilà. Il y a une espèce d'humour qui est installé, enfin d'humour, de running gag entre le dieu et son prête-plume. Et ce running gag, cet humour, déjà moi j'y étais totalement hermétique, ça ne me faisait pas rire. Donc déjà ça commence mal parce que c'est quand même la particularité, enfin une des particularités du roman. Le dieu nous raconte la vie de la planète Astria, putain, et je l'ai lu il y a un bout de temps parce que je l'ai lu à sa sortie, qui était je ne sais plus quand, mais en tout cas ça date. Et donc la vie d'Astria qui est complètement différente de notre Terre, de notre planète. C'est une planète qui est concentrique, il y a une partie qui vit tout le temps dans le jour, une partie qui vit tout le temps dans le noir, il n'y a pas d'humains, donc ce sont des éléments qui vivent dessus. Il y a 3 éléments, des éléments de pierre, des éléments de feu et des éléments d'eau. Je ne sais plus le nom exact de ces êtres qui peuplent la planète, mais voilà, en tout cas on est dans une planète qui est complètement différente par sa population, par sa façon d'être régie, etc. Et on nous l'explique au moyen de petits traités. Je vais essayer de vous en trouver un. Des petits traités d'intervention divine qui interviennent comme ça au fil du roman pour nous expliquer quelque chose. Parce que c'est un roman choral, donc on va voir le dieu qui nous raconte la vie de sa planète, de sa propre vie, des élémentaires, etc. Mais en même temps, on va suivre quelques élémentaires, un de feu, un de terre, un de pierre, qui œuvrent sur une histoire qui semble commune, mais qui met vraiment, vraiment du temps à s'installer, en fait. Ils sont sur 3 parties de la Terre différentes, il leur arrive des choses, et moi, là où j'en suis, on frôlait seulement comment ils vont se retrouver, qu'est-ce qui va leur arriver. Donc voilà. J'étais totalement en dehors, parce que les petits traités étaient quand même assez compliqués. Moi qui suis pas un fervent lecteur de science-fiction, de fantasy, de fantastique, j'étais vite largué. Ça ne m'intéressait pas vraiment, vu que les 3 histoires, ou même peut-être plus, je crois qu'il y a 4 personnages, évoluer chacun de leur côté, je voyais pas où est-ce qu'on voulait m'emmener, où est-ce que ça allait terminer. Voilà, arrivé où j'en étais, j'avais déjà perdu le fil parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations. J'ai trouvé que le fait que ce soit tout un univers, mais vraiment un univers complet, alors ça va sûrement plaire à des tas de personnes parce que l'univers, pour le coup, le world building est vraiment bien fait. Mais cette narration particulière, l'humour auquel j'étais hermétique, plus
l'univers et les personnages qui ne m'intéressaient pas a fait que j'ai perdu totalement l'intérêt et qu'à la fin je lisais des phrases sans même comprendre ce que je lisais. Donc j'ai préféré arrêter. Je pense que ce roman n'a pas que des défauts, en tout cas les défauts que je donne ne sont pas forcément des défauts car c'est des trucs qui ne m'ont pas plu, qui n'étaient pas à mon goût, mais je pense que ça peut plaire aux fervents lecteurs de science-fiction fantasy. C'est pas quelque chose que je mettrai entre les mains d'un néophyte à qui n'en a pas envie, qui n'en a pas envie, qui aime bien la fantasy, le fantastique, mais qui n'est pas vraiment adepte du genre, car c'est quand même un roman qui est très particulier, peut-être un peu trop, et c'est pour ça que je suis resté à côté. Malheureusement, l'autre que j'ai abandonné, c'est Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents de Shannon Puffal aux éditions Albin Michel, Terre d'Amérique. On est avec deux personnages qui évoluent dans les années 50, un homosexuel et une femme qui s'ennuie dans son mariage. La femme, pour combler son ennui, va au terrain de... aux hippodromes, pour parier sur les courses de chevaux. Et l'homosexuel est donc son beau-frère, le frère de son mari. Et lui, il est vigile dans un casino, il surveille les tricheurs, quoi. Et il va rencontrer un homme duquel il va tomber amoureux. J'ai lu une centaine de pages, j'ai trouvé la plume mais vraiment chiante à mourir, avec des phrases interminables mais qui n'étaient même pas intéressantes. J'ai vraiment pris très peu de plaisir à lire ces premières pages et au bout de 100 pages, je détestais les deux personnages, je n'arrivais vraiment pas à m'attacher. Je les trouvais vraiment chouinards, un peu chiants, un peu mous. Encore une fois, je peux dire que c'est une plume molle. Je sais que vous avez bien aimé quand j'ai dit ça. Bref, c'était vraiment pas pour moi. C'est vraiment dommage parce que c'est la première fois qu'un roman de chez Terre d'Amérique me laisse totalement indifférent. Et en plus, c'était un qui me donnait très très envie du fait que cela traitait de l'homosexualité. Donc, bref. Je pense qu'il y a des gens qui ont apprécié. Je vais essayer de chercher des chroniques sur Instagram de personnes qui sont allées au bout parce que voilà, moi j'ai lu vraiment que 100 pages sur 400, ce qui est très peu. Je peux pas vraiment faire un retour complet dessus. Je vais essayer de vous trouver une chronique et vous la mettre en barre d'infos, si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, très bon roman que j'ai beaucoup apprécié. Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Harpman aux éditions Le Livre de Poche. Alors, le livre est encore édité, moi j'ai une vieille édition. Je l'ai offerte à Camelot. Je crois que sur la couverture, il y a une femme. Juste une petite fille, même une petite fille. Mais bref, le bouquin est toujours édité. On va être dans une prison. Enfin, dans une cage, dans une pièce où 40 femmes sont enfermées. Il y a des barreaux tout autour et elles sont enfermées sous terre, elles ne voient rien de ce qui se passe au dehors, elles n'ont pas trop vraiment le droit de parler ou d'échanger entre elles, et il y a 3 gardes, les 3 mêmes gardes, qui se relaient toute la journée pour leur apporter à manger, pour leur donner un bout de tissu quand quelqu'un a son habit qui se déchire ou quoi que ce soit. Enfin voilà, elles sont maintenues en vie et nourries dans cette pièce où on leur dit là c'est le jour, là c'est la nuit, là tu vis, là tu dors. Et elles ne se rappellent pas vraiment de comment elles sont arrivées ici. Certaines se rappellent un peu de leur vie d'avant, mais pas vraiment non plus. Et on va suivre la vie d'une jeune fille qui n'est pas nommée, qui n'a pas de prénom, et qui a toujours vécu dans cette cage. Elle n'a pas eu de vie avant, ou alors elle était très jeune quand elle est arrivée dans cette prison. Elle a une dizaine d'années, je crois. Mais voilà, cette jeune fille a grandi dans la prison, et tout ce qu'elle sait du monde d'avant, c'est ce que les anciennes lui racontent, parce que les anciennes se rappellent un peu de leur vie, mais ne se rappellent pas de l'événement qui a fait qu'elles se sont retrouvées enfermées. Donc c'est un roman qui démarre avec énormément de mystères. On ne sait pas où on est, on ne sait pas, il n'y a pas de pays, il n'y a pas vraiment de notion de temps, d'espace, on ne sait pas si c'était en 1900, en 2000, etc. Enfin voilà. Très peu de repères spatio-temporels. On est surtout avec ces 40 femmes qui, du jour au lendemain, vont se retrouver libérées. En gros, les gardes vont partir, la porte va rester ouverte et elles vont pouvoir sortir de cette prison dans laquelle elles ont vécu pendant de longues années, une douzaine d'années, et duquel elles ne savent rien, de laquelle elles ne savent rien. Et elles sortent dehors, et tout ce qu'elles trouvent, ce qu'elles voient, c'est ça. Une étendue désertique, très peu d'arbres, très peu de végétation, aucune vie aux alentours, et donc elles vont marcher, elles vont randonner. Ces 40 femmes, une petite société, une petite sororité va se construire, plus ou moins sous la direction de la jeune fille de 12 ans, qui, elle, a soif de voir le monde, a soif de voir la vie, de ce qui se passe au dehors, de comment sont les relations sociales, comment on vit avant d'être enfermé. C'est un roman qui ne donne aucune réponse, vraiment, je vous le dis d'avance, on ne saura pas ce qui s'est passé. On est vraiment dans un flou, c'est surtout un roman sur, voilà, on va être du début à la fin dans ce flou artistique plus ou moins, car on ne nous dit pas pourquoi, comment, qui, où, quoi, avec qui, enfin voilà, il n'y a aucune réponse à nos questions, et pourtant ça m'a pas dérangé. Jusqu'au bout j'ai été très intrigué, ça se lit assez rapidement, le bouquin fait 200 pages, alors je pense que dans les nouvelles éditions il en fait un peu plus, car je suis avec une très vieille édition du livre de poche où l'interligne est minuscule et la police également,
Mais ouais, j'étais pris par cette jeune femme qui nous raconte sa vie en dehors de la prison, enfin au début dans la prison et après en dehors de la prison, ça arrive très vite, hein, la libération. C'est cette découverte du monde qui n'est plus le monde en fait, qui n'est pas un monde, qui est juste une étendue désertique. Cette notion de sororité, de nouvelle société, c'était très intéressant, c'est hypnotisant parce que voilà, le fait de ne pas savoir, en même temps, on ne cherche pas les réponses. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas cherché de réponse. Très vite, j'ai compris qu'on ne nous expliquerait... Très vite, j'ai compris qu'on ne nous expliquerait rien. Ça se voit, ça se laisse transparaître par la façon de raconter. Et donc, on se laisse porter par cette vie, bon an, mal an, ces pérégrinations, ces randonnées longues, interminables de ces 40 femmes. Et j'ai beaucoup aimé. L'autrice est donc francophone, belge, et elle a été mariée, ou je crois qu'elle a été peut-être elle-même psychanalyste. Je ne sais plus si c'était elle qui était psychanalyste, qui a fait des études de psychologie, ou si c'est son mari. Mais en tout cas, voilà, elle s'y connaît et ça se voit dans le roman. Les thèmes qu'elle aborde sont des thèmes assez psychologiques, donc c'était très intéressant. Il n'y a plus de lumière. J'ai toujours pas compris, ça fait au moins plus d'1 an que j'ai cette caméra, j'ai toujours pas compris comment régler la lumière. Donc c'est pour ça que c'est toujours très fluctuant dans les vidéos, j'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Je vais juste attendre que Prosper finisse sa crotte car il gratte la litière à s'en user les griffes. Grosse crotte. As-tu fini? Puis-je parler de livres? Oh oui, tu arrives, donc je peux parler de livres. J'ai lu, adoré, surkiffé, vraiment beaucoup aimé Les Optimistes de Rebecca Makkai chez 10-18. En même temps, ça partait déjà très bien car on nous promet, c'est horrible de dire ça, mais on nous promet dans le résumé un roman sur les années SIDA, les années 80, à Chicago, dans le quartier gay de Boyston. Donc déjà, moi quand on me dit ça, je signe direct. Vous voyez, je peux pas m'en empêcher. En plus, on me dit bande de copains, bande de potes. C'est un genre que j'aime beaucoup quand on suit une bande d'amis, hein, comme dans Une vie comme les autres, comme dans Le bonheur national brut, comme dans Retour à Little Irving, qui est un roman dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, mais que j'aime beaucoup. Voilà, ces romans sur une bande de copains qui grandissent, qui est un peu... voilà, qui les suit tout au long de leur vie, c'est quelque chose que j'adore. Et là, c'est ce qu'on nous promet. On va suivre donc Yael Tishman qui est entourée de sa bande d'amis et qui va les voir les uns après les autres être touchés par le sida et mourir du sida. Donc c'est un roman qui est évidemment très dur, on est en plein cœur de l'épidémie, même au début de l'épidémie, puis après en plein cœur. C'est un roman qui est très intéressant parce que on va alterner les moments un peu... triste, même très triste, de ce Chicago des années 80, avec une partie qui se passe à Paris en 2015, je crois. Voilà, en 2015, car il y a un événement à Paris en 2015, je crois qu'on ne le sait pas dès le début, donc je ne vous le dis pas. Et on va suivre un autre personnage, une jeune femme à Paris, et on va voir comment ces deux histoires vont se rejoindre. Cette histoire de Paris 2015, Chicago les années 80, c'est très addictif parce que voilà, c'est un roman américain assez classique où il se passe quand même pas mal de choses, pas mal de rebondissements. On est vraiment dans cette trame narrative de secrets qui se dévoilent petit à petit, de personnages qui se retrouvent, qui se rencontrent, qui se découvrent des passés communs et des futurs aussi communs. C'était très bien écrit, très bien fait. Je vous dis, la construction, elle est assez classique, mais somme toute très efficace. Moi, c'est ce que je recherche dans ces romans. Les faits historiques sont également assez intéressants. Je sais qu'à la fin, dans toute la postface, dans les remerciements plutôt, pas la postface, l'autrice nous parle des recherches qu'elle a faites, de comment elle a mené ses recherches universitaires pour pouvoir écrire ce roman. Donc c'est aussi très intéressant. Voilà, si vous avez envie d'une plongée au cœur des années SIDA, en même temps, il faut avoir le cœur accroché parce que voilà, il y a forcément des morts, il y a forcément des passages très durs dans les hôpitaux, forcément des passages de discrimination homophobe très durs également. Mais il y a aussi beaucoup de lumière dans ce roman, beaucoup de tolérance, de bienveillance, et ça nous rappelle que tout n'est pas gagné, que l'activisme a encore malheureusement de beaux jours devant lui, et qu'il va falloir toujours se battre pour faire valoir nos droits. Là que j'en parle, on est en pleine épidémie de variole du singe. Alors je ne sais pas si on parle déjà d'épidémie, je ne sais plus, mais en tout cas voilà. La variole du singe touche la population, et particulièrement en France, les personnes homosexuelles. Donc pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas revivre ce traumatisme qui a été le sida, même si voilà, la variole du singe, on parle d'une maladie qui est quand même bien moins mortelle que le VIH, mais qui quand même
est très dure à vivre à mon avis et très discriminante. Pour ma part par exemple, j'ai appelé je raconte ma vie, mais j'ai appelé le CHU de Reims pour essayer d'obtenir une dose contre la variole du singe, une dose de vaccin car je ne suis pas vacciné contre la variole du singe, et rien que les propos que j'ai eus avec la secrétaire qui n'y est vraiment pas pour grand chose parce que voilà, c'est quelque chose qu'on lui impose, les questions qu'elle doit poser sont très intrusives et peuvent déjà être un frein à des personnes qui sont victimisées, des personnes qui sont ostracisées, les personnes homosexuelles, et le fait de devoir se dévoiler, c'est très compliqué. Donc voilà, je vous mettrai également, encore une fois, des ressources en barre d'infos de la part de peut-être AID ou d'autres associations homosexuelles qui parlent justement de ce traitement médiatique qui est fait pour la variole du singe, qui est vraiment pas très bon. Et je trouve que c'est un bon parallèle et c'est bien de voir que voilà, c'est un roman qui est quand même intemporel, que cette question du sida, du traitement du sida, que ce soit dans les médias, dans la population, dans la vie quotidienne, est toujours d'actualité avec d'autres maladies malheureusement, des maladies qui reviennent. Et qu'il faut savoir rester bienveillant et activiste et revendiquer nos droits et nos devoirs également. Par la suite, j'ai relu mon ami, non, on échange un peu, mais c'est pas mon ami, mais en tout cas une autrice que j'apprécie beaucoup, Samira El Ayachi, avec 40 jours après ma mort, aux éditions de l'Aube, dans leur collection Micros, pardon. Alors, encore une fois, Samira El Ayachi arrive à m'étonner en abordant de nouveaux thèmes. C'est le 3e roman de cette autrice que je lis, et à chaque fois c'est des thèmes différents. Donc avec Le ventre des hommes, on nous parlait de ces mineurs marocains qui avaient été cherchés au Maroc en gros, et qu'on avait emmenés de force presque en France, dans le nord enfin pas de force, mais qu'on avait, voilà, emmenés dans le nord pour travailler dans les mines de charbon, alors que même que les Français ne voulaient plus y travailler, que la main-d'œuvre polonaise, italienne, enfin bref, tous les autres immigrés qu'on était allés chercher ne voulaient plus y travailler. On était allé chercher des Marocains parce que, voilà, ils sont gentils, ils parlent pas français, on va bien les exploiter comme il faut jusqu'au bout pour pouvoir vivre de notre charbon. Dans le 2e roman qu'elle a écrit, c'était... Enfin non, si c'est son 2e roman, c'est le 2e que j'ai lu, c'est son 2e également, Les femmes sont occupées, où on nous racontait la vie d'une maman célibataire avec son enfant. On nous parlait donc de la place de la femme dans la société, de cette dureté de la vie monoparentale. Très très excellent aussi, très très bon roman également que j'avais adoré. Et là, dans 40 jours après ma mort, on n'adapte pas vraiment on n'aborde pas vraiment un fait de société ou alors un fait historique très important. On va être dans la vie d'un homme qui est mort et qui pendant 40 jours va encore entendre tout ce qui se passe autour de lui. Il va entendre les discussions, il va entendre les bruits, il va entendre la musique. Il sera mort, il sera dans son cercueil, dans son lit, dans voilà, tout le rite funéraire qu'il se fait au Maroc, mais il pourra tout entendre sans rien voir, sans bouger. Et donc on va remonter un peu le fil de la vie de cet homme à travers les personnes qui vont venir le voir, à travers les personnes qui vont venir le veiller, qui vont venir peut-être l'insulter, le détester, leur dire leurs derniers mots, leurs dernières volontés. Et lui, il va être impuissant, il va être totalement passif par rapport... Enfin passif, il va être mort par rapport à tout ce qui se dit autour de lui. Je vais commencer par ce qui m'a le moins plu dans ce roman. Je pense que c'est l'écriture. Je crois que c'est le premier roman que Samira El Ayachi a écrit. Et j'y étais un peu moins sensible. Le roman est peut-être un peu plus écrit, un peu plus littéraire que les deux autres, qui étaient quand même assez... Je vais pas dire facile à lire, mais un peu plus fluide dans l'écriture. Là, on est dans une écriture qui est quand même assez costaude, assez forte. On est dans un couscous, vous voyez, qui est très généreux. On a une multitude de sens qui est mise en éveil, on sent beaucoup dans les phrases, on entend tout, mais en même temps, c'est bien parce qu'on est avec un homme qui n'a plus que son ouïe, donc voilà, tout ce qui est en rapport au son, à la musique, est très très longuement décrit par moments. C'est voilà, le bon gros couscous du vendredi, où on a tout sur la table et on se sert un peu, on picore. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai peut-être pas pris tout le couscous, il y a sûrement des passages que j'ai pas survolé, mais que j'ai lu de façon moins attentive. Mais voilà, c'est une lecture qui est quand même assez lourde, mais généreuse. Et voilà, c'est ce qui m'a un peu, pas le plus dérangé, mais ce qui m'a le moins plu, mais c'était quand même une très bonne lecture. Sinon, voilà, je ne serais pas aussi enjoué à l'idée de vous parler de ce roman. Et sinon, j'ai retrouvé ce que j'aime dans la plume de Samira El Ayachi, c'est que, avec pudeur, elle arrive toujours à nous parler de sujets intimes. On imagine facilement que Samira est d'origine marocaine, enfin voilà, elle en parle dans Le ventre des hommes, sans jamais se mettre en personnage principal de ses romans. Elle arrive à parler de sa vie, à parler de sa famille, à parler de sa culture, de là où elle vient,
Et là, elle le fait, alors avec cet homme qui est d'origine marocaine, mais qui meurt en France et qui retourne après la mort au Maroc, enfin son corps est renvoyé au Maroc, donc on va avoir des personnes qui ont gravité autour de lui dans sa vie française, des personnes de sa vie marocaine, de sa vie familiale qui vont venir. C'est un peu du théâtre, ça commence comme une comédie avec cet homme qui est enfermé dans ce lit et qui ne peut que entendre ce qu'on lui dit, puis ça, petit à petit ça se transforme en tragédie. Cette comédie, ce vaudeville où les portes claquent devient de plus en plus lourd, l'ambiance assez légère des premières pages s'appesantit de plus en plus, et j'ai beaucoup aimé pas cette descente aux enfers, mais cette sériosité qui s'installe dans le roman. C'était une excellente lecture, le roman est assez court, il fait voilà 200 pages, c'est disponible en poche, donc ça c'est super chouette pour les petites bourses, et encore une fois voilà, c'est de la littérature de l'intime qui me plaît énormément, parce qu'elle reste pudique et qu'elle n'en dévoile pas trop, et qu'elle nous laisse, par la générosité de ses mots et de sa façon de raconter, rentrer dans sa vie sans nous appesantir de son histoire. Voilà, on arrive à rentrer chez elle sans qu'elle prenne trop de place, et ça moi j'adore. C'est peut-être pas la volonté de l'autrice, j'extrapole peut-être, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens avec ces bouquins, c'est que j'ai toujours l'impression de rentrer un peu chez elle sans qu'elle soit là à regarder tout ce que je touche, alors que moi je suis très curieux et que j'adore toucher un peu à tout. J'ai lu Shakespeare à Rio de Fernanda Torres dans la collection du monde entier de chez Gallimard, la prestigieuse collection du monde entier de chez Gallimard. C'est donc un roman brésilien écrit par Fernanda Torres. Fernanda Torres, c'est une actrice, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Actrice, productrice et écrivaine qui a plus de 35 ans à son actif de théâtre, de séries, de films, enfin voilà, c'est une superstar. Hein. C'est un peu comme si notre Catherine Deneuve écrivait un bouquin chez nous en France. C'est une personnalité très connue au Brésil, que moi je ne connais pas, mais que mon meilleur ami qui est brésilien, de fait, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Mais oui, bien sûr, je connais Fernanda Torres, tout à fait. » Et elle écrit ce roman sur le monde du théâtre, sur le monde des séries télé, donc c'est un milieu qu'elle connaît très bien parce qu'elle en est issue et elle y travaille toujours. Donc le roman commence dans les années 60 avec Mario, qui est un jeune premier au théâtre. Il arrive à rentrer dans des prestigieuses compagnies théâtrales, à faire le tour du Brésil avec des pièces assez pointues, voilà, des pièces de théâtre assez intelligentes, parce qu'on est dans ce mouvement pas de révolution culturelle, mais voilà. Rio commence à avoir un rayonnement très important, la bossa nova émerge à Rio, le cinéma engagé, les idées révolutionnaires, la gauche carioca, enfin voilà. On est dans un climat d'effervescence que moi j'adore, que ce soit tant l'effervescence culturelle que politique. Les choses bougent, les lignes, les frontières ne sont plus les mêmes que quelques années auparavant. Et dans ce contexte-là, notre Mario, notre personnage principal, a une vie qui décolle. Voilà, il devient un très bon acteur, qui est reconnu, connu, que tout le monde adore et adule. Puis il va passer du côté de la populace, parce que voilà, on est dans un théâtre qui est assez intello, un théâtre qui est un peu cultivé, qui n'est pas abordable pour tout le monde au Brésil, et il va devenir acteur de telenovelas. Et là, pour sa famille et pour le Brésil entier, il va devenir une superstar, parce que la telenovelas au Brésil, la série de 20h, la série du soir, c'est la série que tout le monde regarde en préparant à manger, en mangeant, en famille, dans le salon. On se retrouve devant la télé pour regarder les aventures de un tel, de Monsieur X ou de Madame X. Et donc voilà, on est dans cette dualité de Mario qui lui se rêve acteur, dramaturge, très populaire, mais en même temps qui n'y arrive pas, parce que bah voilà, le théâtre ça n'a jamais fait vraiment rêver, en tout cas ça ne fait plus rêver à notre époque, ça ne soulève plus les foules comme avant. Et donc dans cette dualité aussi avec sa famille qui est d'un contexte social et culturel assez pauvre, et les personnes qu'il côtoie qui eux sont voilà, de culture plus élevée, avec des revenus également plus élevés. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, que ce soit le contexte politique, moi qui ai un meilleur ami brésilien, j'adore lire sur le Brésil il me parle de son Brésil, mais pour en découvrir encore plus, et là, on me parle du Brésil des années 60 et de son évolution jusqu'à nos jours, à peu près dans les années 2000, donc on voit l'évolution des mentalités, l'évolution de la culture, etc. C'est super intéressant. Le personnage principal pourrait paraître un peu chiant parce que voilà, on est avec cette star qui se plaint un peu, mais on arrive à quand même avoir quelques failles dans cette image qu'il souhaite renvoyer, quelques failles dans la carapace qu'il se construit également, parce qu'il se passe des choses dans sa famille, avec ses parents et tout. Donc il n'est pas non plus super clean et pas uniquement un gros chouineur.
C'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui se lit très très bien, qui est très fluide, il fait voilà, 200 pages, c'est très très fluide et si vous avez envie de lire sur le Brésil, je vous le recommande à 200%. Et enfin, le dernier livre, et non des moindres, parce que j'ai beaucoup aimé, même si je veux pas avoir grand chose de plus à en dire que par rapport au premier tome, c'est le 8e sortilège de Terry Pratchett, donc le tome 2 des Annales du Disque Monde, qui est sa saga avec 40 tomes. Qui plus est, j'en ai déjà parlé dans la vidéo juste avant. J'aime beaucoup l'humour de Terry Pratchett, j'aime beaucoup le fait que voilà, il n'invente rien dans la fantasy, mais en même temps, il nous fait vivre des situations toujours plus incongrues les unes que les autres, toujours plus absurdes. Il y a un humour un peu pince sans rire, mais en même temps très absurde, qui me fait mourir de rire et qui, même, voilà, c'est rare devant un bouquin que je rigole, mais en lisant Terry Pratchett, donc là c'est la 2e fois que je lis, j'ai toujours des petits pouffements, des petits... voilà, des petits bruits, des petites expectorations, qui me font dire que c'est un roman drôle, qui me font dire que c'est un roman qui me procure du plaisir. On suit Rincevent, donc qui est le mage qu'on rencontre dans le premier tome. Là, pareil, c'est la suite directe de ce qui se passe dans les événements du premier livre. Donc on est avec Rincevent et Defleur, qui est un touriste qui vient d'atterrir sur cette planète et qui veut découvrir le Disque Monde, et Rincevent, qui par la force des choses devient un peu son guide touristique. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi absurde. Il se passe 1000 choses, 1000 rebondissements, ce qui fait que la lecture est très addictive et qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages les unes après les autres. C'est que le tome 2 sur 40, alors je sais pas s'il va réussir pendant 40 tomes à me maintenir éveillé, à me maintenir toujours aussi friand de ces histoires. Ce qui est bien, c'est que là, directement avec le 3e tome qui est la 8e fille, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Dans le prochain tome, on va être avec un nouveau personnage qui est Mémessire du Temps et une jeune apprentie sorcière. Je ne sais plus le nom de cette apprentie sorcière, mais c'est bien, parce que du fait qu'on va changer de personnage au fur et à mesure des tomes, ça va permettre de pas trop se lasser. Je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 cycles différents, donc 5 ou 6 personnages différents, personnages principaux j'entends, dans les Annales du Disque Monde, et ils s'alternent les uns après les autres, parce que moi je les lis par ordre de parution, donc voilà. Ça va me permettre de ne jamais me lasser, je pense, de l'écriture de Terry Pratchett, en tout cas je l'espère. Et j'aime toujours autant le travail éditorial de la maison d'édition La Talente, qui font des magnifiques bouquins. C'est dommage qu'il y ait ce trait noir là sur le dos, parce que si c'était une petite illustration, en tout cas une partie de ce qu'on voit sur la couverture, ça ferait magnifique dans les bibliothèques. J'espère que ce point lecture vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop long. Pour ma part, ça m'a fait du bien de vous parler de toutes ces lectures que j'avais en moi, même si pour certaines, je pense que je n'en dis pas autant que j'aurais pu si j'avais parlé de ces lectures juste après le moment où je les ai lues. Au moins maintenant, voilà, je suis libéré et je vais pouvoir, parce que vous avez pu remarquer que depuis quelques mois, j'ai peut-être été un peu moins présent, mais que j'essaye là dernièrement, j'arrive à me tenir à au moins une vidéo par semaine. C'est quelque chose que j'ai envie de me redonner pour septembre, car ça me manque de ne pas vous parler, de ne pas avoir mon petit rendez-vous hebdomadaire avec la caméra et avec mes lectures et avec vous. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ce rythme. Là, j'ai un peu détaché le boulet que je me traînais à mes chevilles de toutes ces lectures que j'avais engrangées et que je n'avais pas pu parler. Là, dorénavant, je suis à 3 lectures, donc dès l'instant que je termine un bouquin, je vous parle de mes 4 lectures, et on repart sur le format qui m'est cher. 4 lectures, 1 point lecture, et ça va être génial. J'ai trop hâte. La prochaine vidéo sera sûrement une petite pile à lire qui va pas tarder parce que je suis en vacances pendant 2 semaines et donc du coup je vais me faire une petite pile à lire des vacances. Cette année je ne suis pas rémunéré car je viens seulement de commencer mon travail, je n'avais pas de congé. Enfin bref, c'est un peu compliqué, j'aurais pu avoir des congés mais blablabla, bref. Il aurait fallu les prendre par anticipation et le problème se serait reposé l'année prochaine. Donc j'ai décidé de prendre quand même 2 semaines de congé sans solde. Et bref, j'ai plus de batterie donc je vais terminer tout de suite parce que j'ai pas envie de changer la batterie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, blablabla, partager, discuter, commenter. De bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux.